Moi, j'ai toujours été attirée par la nature. J'ai toujours aimé ça et puis j'ai eu la chance aussi, enfant, de passer toutes mes vacances chez mes grands-parents à Bolozon. C'est un tout petit village au bord de l'Ain qui est un petit peu ma petite maison dans la prairie. Et moi, j'ai connu finalement la fin de cette agriculture paysanne traditionnelle qu'on pouvait encore observer dans les années 50. Petit village, presque autosuffisant au niveau alimentaire, hein. Chaque famille était paysanne. On allait faire les foins avec les adultes. On avait toujours une place et puis on était témoins de la production finalement agricole, d'où venait finalement ce qu'on mangeait dans nos assiettes. Et puis c'était un projet de société. L'agriculture était encore un projet de société. Ça faisait partie du sens qu'on donnait à la vie. Et moi, ça m'a suivi toute ma vie, cette histoire-là, ce spectacle-là. Et donc j'ai fait des études agricoles. Mais les études des années 70, c'était plutôt vous former à être un conseiller agricole, c'est-à-dire conseiller en intrants. Donc agriculture industrielle, productiviste. Et mes premiers jobs dans l'agriculture, notamment un qui m'a profondément marqué, c'était de vider un poulailler industriel de 80 000 poules. Et au bout de 4 jours, je suis devenue maltraitante. Donc au bout d'un moment, quand vous êtes payé au rendement, bah, vous tirez sur cette pauvre bête et puis vous lui cassez une aile ou vous lui cassez une patte. Et je me suis dit que si j'avais fait ces études pour faire ça, je ratais ma vie. Mais entre-temps, j'avais quand même pu goûter à l'agriculture de montagne. J'étais bergère d'alpage. J'ai fait des fromages aussi. J'étais ouvrière agricole chez des éleveurs de chèvres, donc fromage de chèvre, brebis aussi, vaches. Ensuite, donc, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et pendant 10 ans, bah, j'ai goûté aux joies du jardinage. Parce que comme les revenus du foyer étaient modestes, bah finalement, produire ces pommes de terre, surtout quand vous avez 3 garçons, donc vraiment une production alimentaire à visée essentiellement économique. Mais quand vous avez des petits enfants, en fait, tous les 15 jours, vous êtes chez le médecin, parce qu'il y a toujours un nez qui coule, parce qu'il y a une oreille qui fait mal, parce qu'ils ont des maux de ventre. Et je me suis rendu compte que finalement, mes enfants étaient aussi totalement imprégnés de pesticides en quelque sorte, quoi, de médicaments dont les molécules étaient d'origine artificielle. Et pour ces petits bobos, peut-être que je pouvais recourir aux plantes médicinales. Et je me suis intéressée là à la botanique et aux plantes médicinales. Alors sauvages, mais aussi je me suis mise à vouloir les cultiver. Et là où vraiment j'ai appris ce que c'était que la phytothérapie traditionnelle, c'est lorsque j'étais recrutée au musée départemental du Revermont, à Cuisia. Et je me suis plongée dans la littérature ethnographique, dans la littérature produite par les ethnobotanistes. Et là, j'ai découvert cet univers du soin par les plantes, mais aussi du soin par des gestes quotidiens et par l'alimentation. Au bout de 20 ans de médiation culturelle, je me suis dit qu'à 52 ans, il était temps de réaliser son rêve. Et donc, je me suis formée à l'agroécologie, la permaculture. J'ai renoué avec l'agroécologie et l'agronomie surtout. Et j'ai fondé donc Carab, conseil en agriculture agroécologique, dédié aux petits agroécosystèmes, vivriers. Et je tiens à ce mot vivrier. C'est vraiment pour vivre. Et la permaculture, parce que c'est un projet de vie, c'est même un projet politique. J'ai été grand-mère et puis après on s'est dit, pour nos vieux jours, ça serait bien d'avoir une maison plus facile à vivre, plus autonome, plus résiliente. C'est le mot à la mode, mais c'était un peu le projet. Donc à la faveur de la création de cette maison, je me suis dit, je vais créer un jardin agroécologique, construit sur les principes de la permaculture. Alors ça m'a occupée pendant 8 ans. Voilà, et au bout de 8 ans, j'ai le privilège de vivre dans cet environnement que j'ai construit, qui fonctionne bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai la prétention de vous en faire part. Et peut-être que ça pourrait inspirer d'autres jardins, d'autres pratiques, d'autres façons de voir.
la permaculture, c'est d'être très attentif aux bons liens, à l'efficacité des liens. Et là, c'était les liens, évidemment, entre la maison et le jardin. Donc l'idée, c'était de capter l'eau, par exemple, du toit, pour pouvoir la réserver et l'utiliser pour les arrosages, qui sont de plus en plus nécessaires. Mais aussi de recycler tous les effluents possibles. Parce qu'effectivement, on peut toujours faire plus, toujours mieux. Mais ce qui était très facile à recycler, c'était déjà tous les déchets organiques. Donc le compost en surface, ça marche très très bien, le compostage en surface. Ça évite justement d'accumuler des matières organiques qui peuvent générer des pullulations, notamment de souris, de rats. Ensuite, recycler l'urine. C'est très facile de recycler l'urine. C'est un excellent engrais, je dirais, azoté, un engrais flash pour le printemps. Tous les effluents, ça peut être aussi les déchets des copeaux de bois, donc les déchets de l'atelier de mon mari qui est ébéniste. Donc ces copeaux, je les pré-composte dans mes allées. Donc un élément, plusieurs fonctions, ça me permet d'avoir des allées agréables, propres. J'ai pas de la terre sur mes souliers comme j'ai cherché un brin de persil. Et puis au bout d'un an, le bois, même de chêne, il est suffisamment décomposé et colonisé par les champignons pour pouvoir être intégré au but de culture. Tout le monde aussi connaît la consoude maintenant. C'est une plante totalement multifonction. Vous voyez les bourdons là qui s'activent sur ces corolles. Mais c'est une plante qui produit énormément de biomasse. Moi je cultive la consoude un peu partout où je ne peux pas mettre autre chose. En général, elle se débrouille très bien. Intégrer l'animal dans un tout petit jardin, celui-ci fait que 400 mètres carrés finalement, c'est pas toujours évident. Un des rares élevages qu'on peut intégrer dans un tout petit système, c'est l'élevage de poules pondeuses. Alors on a 2 poules de race ancienne et élevées dans un parc amovible, ce qui permet de ne pas détruire totalement le couvert végétal de la pelouse. Et on les déplace avec mon mari tous les 15 jours, ce qui permet d'enrichir le sol de la pelouse que j'utilise comme finalement source de biomasse, de produire des œufs, d'avoir une petite compagnie aussi sympa parce que les poules, elles vous reconnaissent. L'idée, c'est d'être autonome aussi pour la fertilité du sol, produire la biomasse qui va permettre au sol de garder sa fertilité. Dans le jardin, on voit très bien les allées qui sont régulièrement tondues, qui sont bien vertes, et puis des zones intermédiaires qui sont un peu brunes, parce que je viens de faucher l'herbe et elle n'a pas encore repoussé. Donc l'idée, c'est non seulement de pailler, mais d'être autonome aussi sur ces matériaux que j'appelle de façon générique la biomasse. Ça, c'est un Eleagnus, c'est un arbuste qui est autonome au niveau de l'azote, c'est-à-dire qu'il ne va pas puiser l'azote du sol. Il est capable d'héberger dans ses racines des bactéries qui captent l'azote de l'air et donc échange avec l'arbuste azote contre sucre, le sucre étant produit par la photosynthèse, et qui produit énormément de biomasse, en l'occurrence des brins très droits, qui vont très très bien dans mon broyeur. Joli petit copeau avec plein de feuilles. La permaculture, c'est une discipline et un art du lien. Et des liens, on en a montré à l'intérieur du système, entre la maison et le jardin notamment. Mais il y a des liens aussi qu'il faut savoir entretenir pour l'autonomie. Je ne parle pas d'autarcie, je parle bien d'autonomie. Il y a des liens à entretenir avec l'extérieur,
Alors avec l'extérieur matériel, avec par exemple les voisins, en ménageant des passages pour la faune, il y a aussi des liens sociaux à entretenir, notamment autour de la semence. Pour être autonome en semences, on ne peut pas produire toutes ces semences dans son jardin. Donc l'idée, c'est d'échanger avec d'autres jardiniers qui produisent aussi leurs semences. Donc, à travers le travail de Solimence, donc ce réseau de jardiniers, nous nous réunissons régulièrement, au moins 2 fois par an, pour échanger nos semences. Donc, moi, j'ai fait du persil cette année, mais je n'ai pas fait, par exemple, certaines fleurs. Et si l'année prochaine je vais mettre des cosmos, je suis sûre qu'il y aura d'autres personnes du réseau qui auront produit des graines de cosmos. Donc on échangera. C'est très important de garder ces liens, d'entretenir ces liens pour la semence, mais aussi pour les pratiques, pour ces pratiques jardinières, parce que quand des jardiniers se rencontrent, de quoi ils causent? Ils causent de jardin. Ah ben moi j'ai bien réussi ceci. Ah oui, comment t'as fait? J'ai fait des associations, lesquelles, etc. Donc c'est vraiment une source d'inspiration très importante de renouvellement de ces pratiques, le lien avec l'extérieur, les liens sociaux, les liens matériels, et qu'ils soient marchands ou non d'ailleurs, hein, parce que ça peut être aussi des liens marchands avec des prestataires de services qui font un bon travail. Moi, je recommande certains élagueurs, par exemple, pour la taille des fruitiers. Ce sont des liens professionnels, ce sont des liens qui sont très importants pour promouvoir la permaculture et l'agroécologie. Je pèse le nombre, le poids de gousses sèches et le poids de gousses immatures. Parce que l'idée, c'est que l'association de producteurs de blé anciens Graines de lin introduisent haricots dans leur rotation pour pouvoir valoriser, si tu veux, leur production intermédiaire, parce que leur production principale, c'est le blé, bien sûr. Mais s'ils pouvaient vendre du haricot bio, tu vois, variété ancienne, et puis qu'en plus, ça leur permette d'enrichir leur sol, c'est vraiment tout gagnant pour eux. Je leur ai recommandé de tester le haricot de Cormeaux, haricot nain grain. Donc je me suis dit, je vais quand même bien étudier le rendement et le comportement de cette variété. Bon, sur le registre semi-spontané, cette petite parcelle l'année dernière accueillait des haricots que j'avais donc laissés monter sur des rames qui permettaient d'ombrer un petit peu la fenêtre plein est là, de notre chambre. Et puis j'ai battu mes porte-graines, j'ai enlevé tous les déchets, et tous les déchets je les ai posés là, sauf que dans les déchets de mes porte-graines, il y avait encore des graines, manifestement. Donc j'ai un petit mesclin très sympathique de printemps, avec de la roche, avec de la nette, avec de la chicorée, il y avait de la laitue aussi, de la roche et de la barbarée. J'ai même une betterave rouge ici, parce que j'avais fait des graines de betterave. Donc en fait tout ça, ça me sert finalement de pépinière, mais aussi de source de récolte. J'ai voulu absolument avoir un sureau dans mon tout petit jardin. Alors bon, le sureau, on connaît l'usage de ses fruits, on connaît aussi l'usage de ses fleurs, mais c'est pas tant pour cette raison que j'ai voulu avoir un sureau. C'est que le sureau, c'est un arbre très précoce. C'est le premier à avoir des pucerons, donc c'est la nurserie de mes cirfes et de mes coccinelles, qui ensuite sont opérationnels pour protéger mes fèves, mes haricots, mes arbres contre l'invasion des petits pucerons. C'est ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Expérimenter, ça allait de pair avec ma formation à l'agroécologie. Donc j'ai mis en place toutes sortes d'expérimentations, notamment les associations de culture. Là, juste derrière moi, il y a des fraises
Mais il y a des fraisiers qui sont à l'ombre de l'ouest grâce aux poiriers, qui sont associés à des aliacées, là les poireaux perpétuels, parce que c'est une association qui fonctionne bien. Ils n'ont pas les mêmes besoins nutritifs, ils ne poussent pas au même moment. Et puis la dégradation des feuilles du poireau génère des gaz soufrés qui vont aider la fraise à lutter contre les maladies cryptogamiques. Et puis il y a aussi la mâche. Alors la mâche, là, elle est en fleurs, elle est même pratiquement en graines. Et donc la mâche va remplir le vide. Ça, c'est un des principes de la permaculture, éviter les vides, remplir les vides. À l'automne, les graines vont germer spontanément et donc j'aurai de la mâche dans mes fraisiers. Il y a aussi quelques fleurs comme l'encolie, par exemple. Donc voilà, expérimenter. Mais je laisse toujours quelques poireaux fleurir dans mon jardin, parce que les abeilles, les insectes butineurs adorent la fleur de poireau. Elles sont rares les fleurs d'été finalement, il y a peu de floraison en plein été, mais vous avez des fleurs de poireau qui peuvent alimenter les butineurs. Alors il y a des animaux dont on parle rarement, mais qui sont de précieux auxiliaires. Ce sont les chauves-souris, les petites pipistrelles qu'on a chez nous. Et en fait, bien qu'on ait une maison neuve, je me suis rendu compte qu'elles arrivaient à passer sous les tuiles de rive. Et derrière nos volets, il y a un interstice qui est idéal finalement pour qu'elles se sentent en sécurité. Donc elles se reposent la nuit derrière les volets ou derrière les tuiles de rive. Et il faut savoir qu'une chauve-souris, ça mange beaucoup de moustiques, beaucoup d'insectes, et que c'est un auxiliaire aussi précieux. J'ai dégagé un trou pour que les animaux, les petits animaux vertébrés, surtout les hérissons, puissent circuler d'un clos à l'autre, puisque dans une zone pavillonnaire, en général, on clôt sa parcelle. J'ai fait ce passage parce qu'un jour, j'ai trouvé un pauvre hérisson qui avait tenté de franchir un grillage et qui était resté coincé. Donc on voit c'est creusé à force de passage. Tellement qu'il y a des animaux qui passent. Alors, il y a les chats bien sûr qui passent, mais il y a des belettes, puis certainement d'autres bestioles que je vois pas la nuit. Alors il y a un ravageur qu'on n'aime pas beaucoup, c'est la chenille de la pierrite du chou, le fameux papillon de chou. Donc j'ai des pierrites de temps en temps Thuringe, donc je traite au bacille de Thuringe, mais régulièrement, je trouve quand même quelques chenilles qui ont échappé au traitement. Donc ces chenilles, je les laisse. Soit je les trouve et je les donne aux poules, ou alors je les laisse aux mésanges notamment. Le projet de ce jardin, c'est aussi d'évoluer en jardin-forêt. Donc dès la création du système, j'ai planté les premiers arbres canopés, donc les arbres les plus grands, ceux qui vont dominer le système. Donc dans les interstices, j'ai semé des arbres de plus petite dimension et à croissance plus rapide, notamment pêchers et griotiers. Ces pêchers ont poussé en 4-5 ans à tel point qu'ils touchaient les frondaisons des arbres canopés. Donc j'en ai déjà abattu 6 ou 7. J'ai changé la place des pêchers, j'en ai planté, semé dans d'autres endroits où là ils peuvent s'épanouir totalement. J'ai un très grand pêcher là qui a 10 ans, il a trouvé sa place, celui-ci je l'entretiens, effectivement il me demande de la taille. Alors pourquoi j'ai voulu un jardin-forêt? C'est parce que finalement, un jardin-forêt, c'est un écosystème, agro-écosystème, qui produit énormément. Alors les premières années, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de lumière. J'ai planté des pommes de terre, j'ai semé des haricots, c'était une zone semi-potagère. Et au bout de 5-6 ans, le système s'étant refermé, il y a beaucoup plus d'ombre maintenant portée au sol. Donc j'ai mis des petits fruits, des lianes à fruits, des groseilliers, des cassissiers,
des murs sans épines. Et puis j'ai aussi planté des arbres à biomasse parce qu'il est très important de pouvoir enrichir le sol en carbone notamment. Donc j'ai planté des éléagnus. Et puis il y a les fraises aussi maintenant, des 4 saisons. Et puis petit à petit, je vais avoir de moins en moins d'espace libre au sol. Donc je vais supprimer certaines lignes de culture. En fait, le jardin-forêt, pour moi, en tout cas, ma définition, c'est un agroécosystème en perpétuelle évolution, mais en évolution lente. Contrairement à un potager où on cultive essentiellement des annuels, alors que dans un jardin-forêt, c'est plusieurs années, plusieurs décennies, et même pour les petits fruits rouges, c'est au moins 2 ans pour les fraises, par exemple. Mais là maintenant, ce verger agroécologique, il a 10 ans et il commence vraiment à produire des fruits. Par exemple, sur les pommiers, j'ai récolté 140 kg de pommes sur 2 pommiers de 10 ans. J'ai récolté 66 kg de pêche sur un pêcher, on peut dire. Donc autant dire que je ne transforme pas tout. Mais pour autant, la transformation, c'est vraiment dans le cadre d'une économie domestique, c'est vraiment rentable. Parce que par exemple, pour la compote de pêche, j'en ai fait 4 kg que j'ai mis sous bocaux, là au mois de septembre. La valeur unitaire, c'est 14 € le kilo, ce qui fait que j'ai une valeur totale de 56 € et que j'ai travaillé à 44 € de l'heure. Donc la transformation des fruits est rémunératrice. C'est ce qui m'encourage finalement à entretenir et pérenniser ce jardin-forêt parce que en vieillissant, parce que je vieillis, j'aurai peut-être moins d'énergie pour produire des plantes annuelles, c'est-à-dire des plantes potagères. Par contre, au niveau du verger, d'abord vous trouvez toujours des gens pour vous aider à récolter contre finalement des fruits. Et puis la transformation, elle est coûteuse à l'achat, c'est-à-dire les bocaux de fruits au sirop, les confitures, le jus de fruits, tout ça, les coulis sont des produits qui sont chers à l'achat. C'est l'occasion aussi de rassembler des amis, la famille. Je trouve qu'au niveau social, un jardin-forêt, c'est riche de promesses. Tine.